Bonjour, Jean-François Achouf, professeur agrégé de mathématiques en lycée et classe préparatoire public et privé. Donc je vais vous parler aujourd'hui de thèmes mathématiques importants qui seront nécessaires. Non. Euh, Aujourd'hui nous allons traiter de quelques exercices de mathématiques au programme de seconde. C'est chiant cette entrée. Bon. Bonjour, Jean-François Achouf, professeur agrégé de mathématiques en lycée et classe préparatoire public et privé. Nous allons aujourd'hui traiter quelques exercices pour pouvoir rentrer en classe de première, dans la nouvelle classe de première, dans de bonnes conditions. En effet, le programme qui va être donc mis en place à la rentrée 2019 s'appuiera sur un nouveau programme de seconde qui lui aussi ne sera mis en place qu'à la rentrée 2019. Donc élèves de seconde aujourd'hui, vous n'aurez pas suivi ce programme. Donc voici quelques exercices et quelques thèmes dont il faut avoir entendu parler, en espérant qu'évidemment ça puisse vous aider à rentrer dans de bonnes conditions dans cette classe de première, puisque je vous le rappelle, les premières épreuves d'évaluation nationale auront lieu dans 11 mois, c'est-à-dire en décembre de cette année. Donc nous allons commencer par les nombres, puisque ce thème revient à la mode. Et nous allons commencer par un exercice classique qui est encore fait de temps en temps, mais qui est désormais plus tellement au programme, et qu'il revient. L'irrationalité de racine de 2. Bon, alors, en effet, concrètement, nos amis grecs s'intéressent à ce qu'on appelle la duplication du carré. Donc, un carré de côté 1 étant donné, on s'intéresse à la construction d'un carré d'aire double. Bon, donc, pour ce faire, je le fais rapidement, il y a un texte dans le Ménon de Platon qui porte sur ça. Donc, on construit un carré qui s'appuie sur la diagonale de notre carré initial. Bon, je fais ça rapidement. Mon carré n'est pas très joli, mais enfin, on va dire que c'est un carré, ok? Non, il n'est vraiment pas joli. Voilà. Voilà. C'est pas top top non plus, on va finir par y arriver. Désolé. Voilà. Et donc, effectivement, ce triangle-là se retrouve ici, se retrouve ici, se retrouve ici. Autrement dit, l'aire du grand carré, qui s'appuie sur la diagonale du premier carré, est égale à 4 fois l'aire de ce triangle, alors que l'aire de ce carré est égale, du petit carré initial, est égale à 2 fois l'aire du triangle. Donc, autrement dit, l'aire du grand carré, A, d'accord, est égale à 2 fois l'aire du petit carré, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Ce qui signifie donc qu'il existe un nombre, la longueur de cette diagonale, qui, élevé au carré, est égal à 2. Donc voici comment les Grecs découvrent l'existence d'un nombre que nous, on écrit aujourd'hui racine de 2. Bon. Alors, on s'intéresse alors à l'irrationalité ou non de ce nombre racine de 2. Bon, je vais utiliser les notations modernes, ce sera plus simple. La première démonstration de l'irrationalité, on disait nombre incommensurable à l'époque, enfin il y a quelques années encore, la découverte de ce nombre qui a été une vraie révolution, et la démonstration de l'irrationalité de ce nombre est due à Théodore de Cyrène, qui était le précepteur de Platon. Alors allons-y, on va procéder à un raisonnement par l'absurde. Par l'absurde, supposons que racine de 2 est rationnelle. Il existe alors P et Q entiers naturels tels que racine de 2 égale P sur Q avec P sur Q fraction irréductible, ce qui signifie donc que le PGCD de P et Q égale 1. Donc partant de là, on va élever au carré les deux membres de cette égalité. Donc il vient 2 égale P sur Q au carré, c'est-à-dire P carré sur Q carré. D'où
P carré égale 2Q carré. Ainsi, P carré est égal à 2 fois un nombre entier, donc P carré est pair. Montrons qu'alors P est pair. Pour ce faire, on va procéder, on démontre donc que P carré pair implique P pair. Et donc, on va procéder à un raisonnement par contraposition, c'est-à-dire que plutôt que de démontrer que P carré pair entraîne P pair, on va démontrer la contraposée, à savoir que si P est impair, alors P carré est impair. Par contraposition, si P est impair, il existe A, par exemple appelons-le A, appartenant à Z, tel que P égale 2A plus 1. D'accord? 2 fois un entier plus 1, c'est la définition d'un entier impair. Alors, P carré est égal à 2A plus 1 au carré, ce qui nous fait donc identité remarquable, 4A carré plus 4A plus 1, c'est-à-dire, je le mets là pour que vous le voyez bien, 2 fois 2A au carré plus 2A plus 1. D'accord? Ainsi, P carré s'écrit bien 2 fois un entier plus 1. Donc P carré est impair. J'ai donc démontré que si P était impair, alors P carré est impair. Mais P carré est pair, donc P est forcément pair. Ainsi, P est pair. Alors, qu'est-ce que ça signifie que P soit pair? Il existe donc A appartenant à Z tel que P égale 2A. D'où, en remplaçant dans étoile, eh bien, 2A au carré égale 2Q carré. Id est, c'est-à-dire 4A carré égale 2Q carré. D'où, en simplifiant par 2, Q carré égale 2A carré. D'accord? Donc, j'efface ici, hein, on n'en a plus besoin. Donc Q carré s'écrit 2 fois un entier, ainsi Q carré est pair. Donc, comme précédemment, Q est pair. Donc, en conclusion, nous venons de démontrer que si racine de 2 était égale à P sur Q, alors P est pair et Q est pair. Donc, P et Q sont divisibles par 2. Ainsi, le PGCD de P et de Q est au moins égal à 2. D'où PGCD de P et Q différent de 1. Donc, on aboutit à une contradiction puisque le PGCD de P et Q est égal à 1. Donc les contradictoires, c'est-à-dire une assertion et sa négation, étant toutes deux vraies,
on en déduit, c'est le principe du raisonnement par l'absurde, hein, que l'hypothèse initiale, à savoir racine de 2 rationnelle, est fausse. Que racine de 2 n'est pas rationnelle, donc que racine de 2 est irrationnelle. Voilà. Donc cette démonstration, qui est due, donc je le disais, à Théodore de Cyrène, est la première démonstration par l'absurde dont l'humanité ait gardé trace. Voilà. Donc voici une première démonstration sur le thème des nombres. Alors maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin sur ce qu'on appelle rationnel et irrationnel, ça c'était une introduction, un exemple introductif si vous voulez. Prenons un nombre quelconque. Alors, on va prendre les nombres positifs hein, pour simplifier, mais peu importe. Hein. Soit x, un nombre. Alors, parmi les nombres que vous connaissez, il y a les nombres entiers. Il y a les nombres, donc x est entier, où x s'écrit par exemple comme 1,21, c'est-à-dire qu'il a une partie décimale 21 qui est finie, ça ne va pas à l'infini, où x est un nombre décimal. Donc, plutôt que la partie décimale, on va parler de développement décimal. Bon, il faut remarquer donc qu'un entier naturel est un nombre décimal. En effet, donc ça, on va l'écrire. X appartient à n. Je parle des positifs. Hein. C'est pareil pour les négatifs. X appartient à grand N. Ici, donc, x appartient à grand D. Et évidemment, on a n est inclus dans grand D. En effet, un nombre naturel, sa partie décimale, elle est même vide. Il n'y a rien du tout. Le nombre 3, si vous voulez, c'est 3,0. Il n'y a pas de partie décimale. Enfin, elle est vide. D'accord ? Donc ici, un nombre décimal, on ne va pas rentrer dans des détails trop conceptuels. Hein, un nombre décimal, par contre, on dépasse la qualité du nombre entier. Et un nombre décimal, c'est un nombre dont la partie décimale ou le développement décimal est fini. Bon, alors, comment peut-on caractériser les nombres décimaux? Bon, si un nombre est décimal, d'accord? Par exemple, on va traiter des exemples. Hein. X égale 1,12. Bon, ce nombre s'écrit 112 sur 100. D'accord? Et si j'écris la décomposition au facteur premier de 100, bon, ça se simplifie ça d'ailleurs, hein, ça fait que je ne me trompe pas, ça doit faire 56. Ça fait 56 sur 50, mais peu importe. Hein, ce qui fait 23 sur 25. Mais ça s'écrit 23 sur 5 au carré. D'accord? Donc, autrement dit, je peux en prendre un autre. X égale 37,146. 147. Ça nous fait égal 37 147 sur 1000. D'accord? Bon, il se trouve que 1000 n'est divisible que par 2 et 5. Et ce nombre n'est divisible ni par 2 ni par 5. Donc, la fraction est irréductible. Et cette chose-là s'écrit maintenant 37 147. Alors, 1000, alors allons-y, 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, c'est donc 2 au cube fois 5 au cube. Autrement dit, si vous voulez, lorsqu'un nombre est décimal, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, d'accord, irréductible, bien sûr, dont le dénominateur ne comporte dans sa décomposition en facteurs premiers que les facteurs premiers 2 et 5. Réciproquement,
prenons un nombre, on va traiter un exemple, hein, prenons un nombre qui vérifie cette propriété-là. Donc moi, j'en sais rien, on peut choisir par exemple 127 sur 2 au cube fois 5 au carré. Bon, on va tenter, enfin, c'est trop gros ça. 2 fois 5 au carré. On va tenter de démontrer que ce nombre est un nombre décimal. Eh bien, vous pouvez toujours vous arranger pour compléter la décomposition en facteur premier qui est en bas, de manière à faire apparaître les mêmes puissances sur le 2 et sur le 5. Donc ici, il va falloir multiplier par 2 en haut et en bas. Et donc, on a 2 fois 127 sur 2 au carré fois 5 au carré. Et donc, ça nous fait 2 fois 127, ça fait 2 fois 254 sur 2 fois 5 au carré. L'intérêt, hein, lorsque l'on fait monter les puissances de 2 et les puissances de 5 au même niveau, donc on prend celle qui est la plus basse dans la décomposition en facteur premier, et on la fait monter en multipliant numérateur et dénominateur par ce qui manque, d'accord? Ici, il ne manquait que 2, de manière à ensuite pouvoir regrouper les 2 et les 5 avec une même puissance, et 2 fois 5, ça fait 10. Donc ici, ça nous fait 254 sur 100. Et ça fait 2,54, qui est bien un nombre décimal. Autrement dit, sur ces deux exemples, et on pourrait faire une démonstration, sur ces deux exemples, nous voyons que ça se démontre. Hein. Ce n'est pas très difficile, mais bon, ça n'apporterait pas grand-chose à la compréhension de ce que je suis en train de décrire. Hein. Donc, bon, voilà, au niveau d'une classe de seconde première, ce n'est pas l'objectif de mettre en place une démonstration parfaite de ce phénomène. Mais, en l'occurrence, ce que l'on perçoit à travers ces exemples, c'est qu'un nombre décimal est caractérisé par le fait que son écriture fractionnaire, irréductible, à l'aide d'une fraction irréductible, est telle que le dénominateur de la fraction ne comporte que des 2 et des 5 dans sa décomposition en facteur premier. En effet, si on est décimal, alors il n'y a que des 2 et des 5, et s'il n'y a que des 2 et des 5, alors on est décimal. Bon, encore une fois, ça n'est pas des démonstrations là, hein, mais on n'est pas loin de la méthode de démonstration en fait, hein, sur des exemples. Donc, et on peut y inclure les entiers. Pourquoi? Ben parce qu'un entier, vous pouvez dire 3, vous pouvez dire que c'est 3 sur 1, d'accord? Et 3 sur 1, ben, c'est 3 sur 2 puissance 0 fois 5 puissance 0, si vous le souhaitez, d'accord? Et donc, évidemment, les nombres entiers, vous pouvez les inclure dans ce qu'on vient de constater, d'accord? Alors, maintenant, est-ce que tous les nombres sont décimaux? Autrement dit, est-ce que tous les nombres ont une partie décimale, un développement décimal fini? Pas sûr. Regardons par exemple un tiers. Un tiers, vous le savez, c'est un nombre rationnel et il s'écrit 0,3333, etc. Autrement dit, il existe des nombres dont le développement décimal est infini. Il semblerait qu'il soit périodique. D'accord? Évidemment qu'on peut concevoir l'idée d'un développement décimal illimité, on dit aussi, ou infini, périodique. En voici un. On peut en prendre un autre. On pourrait prendre par exemple 0,12, 12, 12, etc. Bon, alors allons-y, essayons de voir ce qui se passe sur ces nombres-là. Donc, un développement... prenons, là, à nouveau, on va passer sur des exemples. Hein. Donc, prenons une fraction, soit P sur Q appartenant à Q, avec P dans grand N étoile, Q dans grand N étoile, P et Q premiers entre eux, pardon, PGCD de P et Q égale 1. Alors, lorsque l'on effectue la division de P par Q, d'accord? Donc vous avez P sur Q. Lorsque vous effectuez la division de P par Q, quelles sont... Bon, à la limite, on peut mettre N là d'ailleurs. Hein, de P par Q. Quelles sont les possibilités pour les restes? D'accord? Quand vous faites une division euclidienne avec reste. Hein. Bon. Donc, quelles sont les possibilités pour les restes? Vous savez que le reste dans la division d'un nombre par Q, non nul, en fait, vous n'avez pas le choix. Le reste, il vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit Q-1. Vous ne pouvez pas aller au-delà de Q, c'est la définition de la division euclidienne. Bon, si ce reste vaut 0,
c'est terminé. Votre division est terminée, d'accord? Et vous avez un nombre entier. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous savez qu'après, en rajoutant les zéros, vous vous souvenez de la technique, hein, c'est technique de l'école primaire, vous procédez à des divisions successives pour avoir la partie décimale qui apparaît. D'accord? Bon, donc, sur ces divisions intermédiaires, les restes intermédiaires sont eux aussi tous compris entre 0 et Q-1. Vous avez donc Q choix possibles. Donc là encore, deux possibilités. Soit à un moment donné, vous arrivez sur un reste nul. Et donc ça veut dire que la division s'arrête et votre nombre P sur Q est décimal. Le développement décimal est fini. Terminé, c'est un nombre décimal. Dans le cas où l'on n'obtient jamais 0, d'accord? Dans le cas donc où vous n'avez jamais un reste nul. Ça veut dire que tous les restes possibles sont compris entre 1 et Q-1. D'accord? C'est le cas, par exemple, du nombre 0, 33, 33, 33. D'accord? Vous n'obtenez jamais un reste nul puisque la partie décimale est illimitée, infinie. Et donc, puisque vous n'avez de choix qu'entre 1 et Q-1, vous avez Q-1 choix possible. Et donc, ce faisant, lorsque vous faites les divisions successives, vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites trois, vous en faites quatre, vous en faites cinq, etc. Vous en faites Q-1, vous en faites Q. Donc, si vous en faites Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, sur les Q divisions successives, vous avez Q restes distincts compris entre 1 et Q-1. Donc ça veut dire que vous n'avez plus suffisamment de restes disponibles. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, sur les Q premières divisions, forcément, l'un des restes qui est déjà apparu précédemment réapparaît. Et s'il y a un reste qui réapparaît, d'accord? Ça veut dire qu'ensuite, dans les divisions qui continuent, eh ben, vous retrouvez exactement les mêmes restes que vous aviez précédemment. Donc vous avez une forme de périodicité qui se met en place. D'accord? Donc on peut essayer de voir sur un exemple. Hein. Allons-y pour par exemple 10 septième. D'accord? Donc je divise 10 par 7. Bon, attendez, je vais prendre de la place parce que sinon ça va être pas terrible. 10 divisé par 7. Donc on va faire ça comme dans les petites classes, ok? Ça me rajeunit. Donc, le quotient ici, c'est 1. Je vais faire la soustraction pour que tout apparaisse, d'accord? Et donc, j'ai un reste qui vaut 3. Le reste est non nul. Bon, d'ores et déjà, vous pouvez dire que à aucun... Enfin, vous êtes sûr, là, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué précédemment, que jamais vous n'allez obtenir un reste intermédiaire nul. Le nombre serait décimal et le nombre n'est pas décimal puisque dans son écriture fractionnaire irréductible, le dénominateur comporte autre chose que des 2 et des 5 dans sa décomposition en facteur premier. En l'occurrence ici un 7. D'accord? Donc on sait qu'on n'obtiendra jamais 0. On poursuit. Donc vous savez, après vous connaissez la technique, 30, virgule. Donc 4 fois 7, 4. 4 fois 7, 28. Reste 2. Donc voici le deuxième reste intermédiaire. Vous constatez bien que les restes sont tous inférieurs à 7. Je continue, 20. Donc 2. 2 fois 7, 14. Reste 6. On continue. 60, 7 fois 8. 7 fois 8, 56. D'accord? 56. Reste 4. 40. Bon, je vais me mettre là parce que sinon vous ne verrez pas, d'accord? Donc je mets 40 ici, ok? Excusez-moi. 40. Donc 40, 5. 5 fois 7, 35. 35. Reste 5. Donc regardons un petit peu là, pour l'instant, tous les restes qu'on a pu obtenir. On a obtenu 3, on a obtenu 2, on a obtenu 6, on a obtenu 4, on a obtenu 5. Donc on peut se demander combien de temps ça va durer. Bon, enfin, bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme reste qui n'a pas été obtenu? Il y a 1 qui n'a jamais été obtenu. 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il n'y a plus que 1. Ben, on va voir. Hein. Donc 50. Non, il doit y en manquer encore un autre, on verra. 50. Donc 50, 7. 7 fois 7, 49. Tiens donc. Bingo, 1. On n'est pas obligé de les obtenir tous. Hein. Voilà, on est bien parti pour les obtenir tous. Reste 1. Donc à ce moment-là, ben, 1. D'accord? Ok, 1. Et donc 1, 7. Reste 3. Bingo.
on réobtient 3, d'accord? Donc si on réobtient 3, ça veut dire qu'on revient ici. Et donc ça veut dire, on est tranquille, que l'on va obtenir 4, 2, 8, 5, 7, 1, excusez-moi, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et donc, ce n'est pas la peine de continuer, on a compris, on a une cyclicité, on a une période qui se répète, qui est 1, 4, 2, 8, 5, 7. Et vous voyez qu'effectivement, ici, on a bien les 6 restes possibles compris entre 1 et Q-1, c'est-à-dire ici entre 1 et 6. Et donc, vous avez tous les restes possibles qui ont été obtenus. Et donc, la période est maximale. Mais il se peut que la répétition se fasse avant. Par exemple, sur un tiers, la répétition, a priori, elle pourrait se faire, on pourrait avoir le choix comme reste de 1 et de 2. Mais vous voyez qu'en fait, on retrouve à chaque fois le même reste. Et donc, on obtient une partie périodique qui est 3, qui ne comporte qu'un seul élément. C'est 0,33 à l'infini. D'accord ? Bon, donc autrement dit, sur un exemple, je viens de vérifier que ce que j'avais expliqué et démontré donc, était correct, à savoir que lorsque vous avez une fraction, une écriture fractionnaire, son développement décimal est fini, si c'est décimal, ou infini, périodique. C'est-à-dire que ça se répète forcément parce qu'on n'a pas assez de reste. Bon, alors question maintenant, qu'en est-il réciproquement si l'on considère un nombre dont la partie décimale est illimitée, infinie, périodique? Elle se répète. Donc allons-y, soit x égale 0,12, 12, etc. Bon, sur cet exemple, on est obligé d'un tout petit peu tricher. Hein. Encore une fois, il s'agit d'une introduction niveau classe de seconde. Hein. Donc, que vaut 100x? 100x est donc égal à 12,12, 12, etc. Donc, si je calcule 100x moins x, ça me fait 12,12, 12, etc. moins 0,12, 12, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? La partie décimale disparaît, il reste 12. Donc, 99x est égal à 12. Id est, x égale 12 sur 99, ce qui fait, en divisant par 3, 4 sur 33. Donc, et on peut vérifier, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc je prends mon téléphone pour la machine à calculer. Allons-y. Alors, excusez-moi, 4, et je vous invite à le faire, hein, divisé par 33 égale, bingo, 0,12, 12, 12, 12, 12. Encore une fois, là, j'attire votre attention sur le fait que, comme le dénominateur vaut 33, on pourrait éventuellement avoir 31 restes distincts. Vous voyez qu'on n'en a que 2. D'accord? Donc ça coupe plus tôt. Donc, ce que je viens de vérifier sur un exemple, avec une démonstration qui est un peu, qui est limite en fait. Hein. Bon, avec un calcul qui est limite, parce que là vous manipulez des développements décimaux infinis, intuitivement, sans avoir défini exactement ce que c'est. Mais encore une fois, au niveau d'une classe de lycée, en tous les cas seconde, première, on en reste à ce niveau-là. L'idée est de comprendre ce qui se passe, d'accord? Bon, et donc, on ne vous raconte pas d'histoire, si vous voulez, mais il faut comprendre ce qui se passe, tout en sachant bien que tout n'est pas parfaitement rigoureux. Hein. Bon, donc on ne peut pas faire autrement. Donc, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est, et c'est ce que je viens de démontrer, de vérifier sur des exemples, excusez-moi, ce n'est pas une démonstration, j'ai démontré que toute fraction, tout nombre rationnel, d'accord, c'est-à-dire un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction par définition, tout nombre rationnel possédait un développement décimal fini ou infini périodique. Et je viens de vérifier sur un exemple qu'un nombre qui possédait un développement décimal infini périodique s'écrivait sous la forme d'une fraction. Ce que je viens de démontrer rapidement, enfin de démontrer ou de vérifier sur des exemples rapidement, c'est que tout nombre rationnel, d'accord, l'ensemble des nombres rationnels s'identifie, d'accord, à l'ensemble des développements décimaux illimités, périodiques ou finis. D'accord? Parce qu'évidemment qu'un nombre rationnel, un nombre décimal peut être considéré comme un nombre rationnel. En effet, vous allez me dire, mais elle est où la périodicité? Quand j'écris 0,13,
qui est un nombre décimal, mais rien ne vous empêche d'écrire derrière 0, 0, 0, 0. Donc il peut être aussi lui aussi, voilà, on force un peu les choses, mais on peut considérer que ce développement décimal est illimité, périodique, puisque les zéros se répètent. D'accord? Bon, donc je reviens sur ce que j'ai dit. On peut donc identifier l'ensemble des nombres rationnels qui contient l'ensemble des nombres décimaux qui lui-même contient l'ensemble des nombres naturels. D'accord? On peut donc identifier l'ensemble des nombres rationnels à l'ensemble des nombres qui possèdent un développement décimal fini ou infini périodique. Bon, question, est-ce qu'il est possible de concevoir des nombres qui ont donc des développements décimaux infinis non périodiques? On dit apériodiques, d'accord? C'est le préfixe privatif. Apériodique, ben oui, à l'évidence, racine de 2. On a démontré que racine de 2 ne s'écrivait pas comme une fraction, d'accord? Donc, comme on sait qu'une fraction, c'est pareil qu'un développement décimal illimité, fini ou périodique, on sait donc que racine de 2 ne possède pas un développement décimal fini et ne possède pas non plus un développement décimal illimité périodique. D'accord? Donc racine de 2 possède à l'évidence, s'il a un développement décimal, et ça il faudrait définir, là ce serait plus compliqué, mais si on arrive à définir la notion de développement décimal pour racine de 2, ce dernier ne peut être qu'infini non périodique, apériodique. Bon, et de manière plus intuitive, on peut évidemment considérer le développement décimal suivant. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, etc. Vous avez compris le type de construction. A priori, ce développement décimal, il faudrait vérifier, mais a priori, ce développement décimal illimité est apériodique. D'accord? Il existe donc la possibilité de concevoir des développements décimaux illimités apériodiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, eh bien, ce ne sont pas des nombres rationnels, on l'a vu, donc ce sont des nombres qu'on qualifie d'irrationnels. Et effectivement, si on faisait un cours plus poussé, là, niveau terminal très musclé, sup, on arriverait à, plutôt sup, parce qu'il faut la notion de série, on arriverait à démontrer qu'on peut définir la notion de développement décimal illimité d'un nombre irrationnel type racine de 2 ou pi d'ailleurs, mais on n'a pas démontré son irrationalité. Et effectivement, vous savez donc, d'ailleurs vous le savez pour pi si vous êtes allé au Palais de la Découverte, son développement décimal possède une infinité de décimales qui ne se répètent jamais. Vous le savez, puisqu'il y a même des jeux qui consistent à essayer de retenir les développements décimaux illimité de pi, enfin le développement décimal de pi le plus loin possible. D'accord? Alors moi j'ai un étudiant, c'est un petit clin d'œil, j'ai un étudiant, et il se reconnaîtra, je ne donnerai pas son nom là, j'ai un étudiant qui est capable sur les 1000 premières décimales de pi, vous lui donnez un numéro de décimale et il vous donne le nombre qui est la décimale qui apparaît dans le nombre que vous avez choisi. Par exemple, la 997e, il vous la sort. On l'a testé avant les vacances de Noël, on a fait une petite séance de 5 minutes et il connaît ça parfaitement. C'est assez marrant, quoi. Bon, bref, c'est un jeu, vous le savez. Mais donc, vous voyez, là, sur ce jeu dont vous avez déjà entendu parler, eh bien, là, on essaie de mettre, on essaie de décrire un peu plus rigoureusement ces choses-là. D'accord? Voilà. Donc, on ne parlera pas davantage de je suis obligé, c'est une mise en route, donc je ne parlerai pas davantage de ce style de choses, mais ce style de choses est explicitement, vous pouvez aller le consulter, au programme de seconde de l'année prochaine, programme de seconde sur lequel s'appuie le programme de première que vous allez suivre à la rentrée, pour ceux qui choisiront les mathématiques en septembre 2019. Donc voilà, il y a un petit gap à franchir et voilà une espèce d'avant-goût, quoi, si vous voulez. Ensuite, pour conclure, parce qu'on ne va pas non plus passer l'après-midi à faire des mathématiques, on peut parler de ce qu'on appelle l'inégalité des moyennes. Soit A, un réel positif, et B, un réel positif. On appelle moyenne arithmétique, je vais l'appeler alpha, ok? Alpha comme arithmétique. On appelle moyenne arithmétique des nombres A et B, vous le savez, c'est comme ça qu'on calcule vos moyennes, A plus B sur 2. Et on appelle moyenne géométrique, c'est moins connu, mais c'est important, notamment pour les calculs de taux, etc. Moyenne géométrique, donc j'ai choisi gamma.
moyenne géométrique, racine de AB. Les nombres sont positifs. Hein. Donc, on va comparer ces deux moyennes. Autrement dit, est-ce que le professeur de mathématiques est généreux lorsqu'il choisit de calculer votre moyenne à l'aide d'une moyenne arithmétique? On va vérifier que le professeur de mathématiques est un professeur généreux et que les professeurs qui ne connaissent pas, évidemment, qui enseignent d'autres matières et qui ne connaissent pas la moyenne géométrique, sont généreux sans le savoir. Alors allons-y. Pour comparer deux nombres, vous le savez, on étudie le signe de leur différence, alpha moins gamma. Ça nous fait a plus b sur 2 moins racine de AB. Ce qui nous fait a plus b moins 2 racines de AB, j'aurais dit au même dénominateur, sur 2. Ce qui fait, et là c'est rusé, ce qui fait racine de a, je vous rappelle que a est positif, au carré, plus racine de b au carré, moins 2 racines de a, racine de b, sur 2. D'accord? Ce qui nous fait, vous reconnaissez là une identité remarquable, a carré plus b carré moins 2ab. Bon, c'est grand A, grand B. Hein. Ce qui nous fait donc racine de a moins racine de b au carré sur 2. Vous savez qu'un carré dans R est toujours positif, donc cette chose-là est positive. Ainsi, le professeur de mathématiques est généreux. À savoir que la moyenne arithmétique est généreux et bienveillant. Et supérieure à la moyenne géométrique des deux nombres. OK? Voilà. Donc, une application de cette chose-là, soit A, un nombre positif, je l'écris vite, hein, B, un nombre positif, ce sont des réels, hein, et C, un nombre positif, montrez que, inégalité classique, A plus B, facteur de B plus C, facteur de C plus A est supérieur ou égal à 8ABC. Voilà. Alors, j'ai vu traîner des démonstrations. Cette inégalité est hyper classique. Hein. Il y a des démonstrations qui traînent sur Internet, mais enfin, qui tournent en rond, enfin, qui sont longues et pas très efficaces, alors qu'en fait, on peut être plus efficace. Allons-y. On utilise, on applique l'inégalité des moyennes arithmétiques et géométriques. Alors on y va. A plus B sur 2 est supérieur ou égal à racine de AB. Donc, A plus B est supérieur ou égal à 2 racines de AB. De même, B plus C est supérieur ou égal à 2 racines de BC et C plus A est supérieur ou égal à 2 racines de CA. Bon, c'est pas la peine de le redire, mais enfin, je le redis quand même. Ces trois inégalités sont toutes à terme positif. On peut donc effectuer les produits membre à membre de ces inégalités. Donc, on multiplie membre à membre ces trois inégalités et il nous reste A plus B, B plus C, C plus A, supérieur ou égal à 2 fois 2 fois 2, 8, racine de AB, BC, CA, donc A carré, B carré, C carré. Vous vous souvenez que A, B et C sont positifs. C'est donc supérieur ou égal à 8 ABC. Donc voici donc un autre avant-goût de certaines choses sur lesquelles il faut que vous travailliez un petit peu. Bon, à n'en pas douter, vos professeurs de première vont tout de même faire attention à ce que cette espèce de gap induit par la mise en place de cette réforme se passe de manière souple. Mais malgré tout, c'est aussi à vous de bosser un petit peu là-dessus et de vous prendre en charge sur ces choses-là. Ça facilitera les choses. Voilà. Bien écoutez, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. À bientôt.